tous les gros problèmes sociaux qu'on a eus dans le monde, sauf certaines guerres modernes, et toutes viennent généralement des prix de l'alimentaire. On appelait ça les cathédrales, la construction des cathédrales, et c'est comme ça qu'on fait évoluer le monde. Transformons nos smartphones en quelque chose d'intelligent. On va pas regarder des chatons toute notre vie quand même. Eh ben Serge, ravi de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast qui s'appelle Streamloo, qui est dédié à l'innovation et à la tech en France et en Europe. On est vraiment ravis de pouvoir te rencontrer aujourd'hui et de recueillir ton témoignage. Moi personnellement, comme je te le disais en off, c'est grâce à toi que j'ai mis mon énergie et mon temps à destination de l'agriculture et mon expertise en tombant sur un podcast que tu avais fait par le passé, ensuite en creusant les sujets. Donc c'est vraiment... la boucle est bouclée pour moi, on va dire, et je suis ravi d'avoir cette opportunité aujourd'hui de pouvoir aussi espérer créer la même, les mêmes ambitions et les mêmes volontés chez d'autres personnes, chez d'autres auditeurs qui pourraient nous regarder. Donc, bienvenue. Bonjour à tous, et puis ça commence bien parce que je suis très ravi de voir que mon métier et que certaines parties d'ailleurs de mon métier t'ont emmené dans cette voie de l'agtech et que ça peut créer des vocations. Alors il n'y a pas que des voies dans l'agtech, j'ai aussi pas mal de jeunes agriculteurs de terrain, du sol qui viennent me voir et qui me disent grâce à toi j'ai planté des oliviers, j'ai planté des kakis, j'ai planté des clémentiniers. Donc c'est bien, à part ces podcasts qu'on fait, c'est bien de voir que je parle pas dans le vide. Voilà. Il y a des gens qui écoutent et qui prennent action derrière aussi. C'est ça, qui prennent action et qui essayent de eux-mêmes être un peu les missionnaires de ce changement qu'il faut apporter au niveau agricole. Alors bien sûr, l'agroclimatologie qui est mon domaine ne va pas tout changer en agriculture, mais j'apporte ma petite pièce de puzzle, on va dire, ou alors ma petite brique. J'ai appris que à l'univers Shifté, là, il y a 2 semaines à Montpellier, qu'on appelait ça les cathédrales, la construction des cathédrales. La construction des cathédrales, c'est une expression qui dit que on va pas révolutionner le monde tout seul, mais chaque personne apporte sa petite pierre et une autre va mettre sa petite pierre par-dessus quand je ne serai plus là. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer le monde. C'est super beau, c'est de la transmission. Écoute, et on en reviendra plus en détail un peu plus tard dans le podcast, mais déjà dans un premier temps, si tu devais explique ton métier, l'agroclimatologie, à un enfant de 10 ans, en quelques mots, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui expliquer ce que c'est? Alors l'agroclimatologie, à un enfant de 10 ans, on va faire deux distinctions, l'agrométéorologie et l'agroclimatologie. L'agrométéorologie, ça permet de répondre à des questions terre-à-terre agricoles. Et c'est toujours très concret, ce que je veux dire. Même si c'est de la tech et de la data, ce sera toujours très concret. Par exemple, mon pommier est en fleurs, il y a du gel de prévu dans les prochains jours, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, ça c'est de l'agrométéorologie, impact de la météo sur la production agricole. Par exemple, je dois semer mon blé, est-ce que ma parcelle qui est chargée en eau pourra soutenir le toit de mon tracteur? Est-ce que je peux aller semer mon blé ou pas? Ça c'est de l'agrométéorologie. Donc en fait c'est l'impact de la météo sur l'agriculture, c'est court terme, c'est des décisions agricoles. Tous les agriculteurs sont agrométéorologues. Des décisions quotidiennes qu'il faut prendre tous les jours. C'est ça, des décisions quotidiennes, régulières, qui font pas forcément intervenir le politique à ce sujet. L'agroclimatologie, c'est différent. C'est à peu près les mêmes questions, mais sur le long terme. En gros, est-ce que le risque de gel sur mon pommier d'ici 2050 va évoluer à la hausse ou à la baisse? Est-ce que la date des vendanges des vignes à Beaune, la vendange c'est quand on récupère les grappes pour faire le vin, va évoluer à la hausse ou à la baisse, plus précoce, plus tardive, d'ici 2050. Est-ce que j'aurai des kakis dans le Var en 2070? Ou est-ce que je dois planter des clémentines à côté de Montpellier en 2025 pour la production après 2050? Donc c'est vraiment de la réflexion là socio-économique et politique. Donc ça fait pas intervenir que l'agriculteur. C'est là où c'est plus complexe et c'est là où c'est l'inertie qui est plus longue. D'ailleurs, l'énergie aussi qu'on va y apporter, il est plus longue pour faire bouger les lignes. Que ça soit en agrométéo ou en agroclimatologie, je pense que tu vas poser des questions dessus après, la data est juste essentielle. C'est le cœur de mon métier. Derrière, il y a le terrain, là c'est les plantations, les épisodes climatiques à surveiller, mais la data reste quand même le cœur de mon métier, donc je reste dans l'agtech, l'agriculture connectée, l'agriculture numérique, bien qu'on verra que c'est pas des drones, c'est pas des satellites forcément, c'est des données qui sont peut-être différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir en agtech. Donc c'est vraiment utiliser toutes les informations qui sont à disposition pour, dans 10 ans, dans 15 ans, malgré des changements climatiques, d'autres choses qui peuvent arriver, faire en sorte que dans l'assiette de mes enfants qui ont 10 ans, du coup, qu'il y ait toujours à manger des choses qui soient pérennes et qu'on puisse nourrir, on va dire, l'ensemble de la communauté.
de la population. Exactement, que ce soit en agrométéo ou en agroclimato, c'est pareil, hein. L'agrométéorologie, on va prendre des modèles météorologiques. C'est la prévision qu'on voit avec Eugène Delia sur TF1. Mais en fait, nous, là, en petite maille de 8 km², de 1 km² sur toute la France. Et puis, on peut appliquer des équations, par exemple, de stress thermique sur les bovins, de perte de lait pour les vaches laitières, d'échaudage pour le méchaudage. C'est une période de forte chaleur pendant le remplissage du grain, etc., etc. Ça, c'est vraiment du modèle météo. C'est de la data. C'est des téraoctets et des téraoctets de données. C'est un peu ce qu'on a, qui permettent d'avoir le temps qu'il fait. Et en climatologie, c'est différent. C'est aussi des modèles, mais là, des modèles climatiques. Donc, on reprend les séries du GIEC, en gros, et puis on applique après des équations agronomiques sur les séries du GIEC. Comment on utilise ces silos de données pour s'assurer que les silos de terrain restent bien remplis sur toutes ces données. C'est ça. En fait, c'est un petit peu une petite pierre pour garantir la souveraineté alimentaire de 2050. Si tu te poses pas la question, est-ce que je dois porter des clémentines à Nîmes maintenant? Ça paraît un peu délirant. C'est pas un truc qu'on pourrait dire de bobo écolo parisien. Non, c'est vraiment des choses de terrain. Puisque si tu plantes pas des clémentines maintenant du côté de Montpellier, sachant qu'un arbre, ça vit pendant 50, 60 ans, même 70 ans, même les vignes, parfois c'est plus de 100 ans. Eh bien, si tu anticipes par la data, du coup, la data climatique, maintenant, en 2025, je vais planter des clémentines pour qu'en 2050, elles soient bien grandes, bien présentes et bien productives, dans un climat futur, eh bien, c'est ne pas voir à long terme la souveraineté alimentaire. Là, vraiment, la data, elle nous permet de savoir qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'il faut produire et qu'est-ce qu'on a intérêt à réfléchir dès maintenant par rapport aux risques climatiques. C'est ça, de maintenant et de plus tard. Faire des modèles pour anticiper l'évolution sur la phase actuelle, voir où il y a, et du coup prendre des décisions en fonction. Écoute, avant de creuser là-dessus, parce que c'est passionnant et je pense que tu pourras en parler pendant des heures, faire un petit flashback en arrière pour comprendre comment est-ce que tu en es arrivé du coup à ce métier-là, qui existait pas forcément, je pense, il y a même 10 ans, ça va pas. Si, l'agroclimatologie, ça existe depuis extrêmement longtemps, depuis même avant ma naissance, hein. C'est pas moi qui l'ai fondé, bien loin de là. En fait, le problème de l'agrométéorologie, de l'agroclimatologie, est arrivé à partir du moment où à l'université, on a scindé en deux les voies de diplôme de physique pour la météo et de biologie pour l'agronomie. Okay. Quand on a scindé les deux, on n'avait plus une vision d'ensemble. Or, la base de toute agriculture, c'est la météo, c'est le climat. Ouais. Ne serait-ce que l'aire de répartition des espèces, qu'on fait du blé en Allemagne et en France, et on n'en fait pas forcément au sud de l'Espagne. On fait plutôt de l'olive au sud de l'Espagne, mais on fera pas d'olivier au Danemark, du moins pour l'instant. Ça, c'est vraiment le climat, la météo, ça c'est la base de l'agriculture. Or, on a vraiment voulu scinder les deux pour des questions en fait d'orientation à l'école. Donc moi, pour revenir sur mon parcours, pour peut-être donner des vocations comme toi, c'est ça. Comment est-ce que le petit Serge, je sais pas, 5 ans, 10 ans, on est arrivé quelques années plus tard à être là où t'es, avec cette mission, et cette passion? Alors, je ne remonterai pas jusqu'à 5 ans quand même, mais on va dire 9 ans, c'est déjà bien. 9 ans. 9 ans, j'étais déjà passionné de météorologie. Alors ça s'explique là, on va dire que je suis né pour la météo. Donc j'ai commencé à 10-11 ans, moi au lieu de lire Martine à la ferme, je lisais des cours de thermodynamique. Voilà, Et ça me paraît délirant, mais j'ai des enfants que je me dis waouh, alors là j'étais déjà en train de faire de la thermodynamique, ça me paraît juste délirant. Mais à l'époque, je trouvais ça normal et voilà, je lisais des cours de météo, des cours de thermodynamique parce que j'étais passionné. Je suis devenu chasseur d'orage d'ailleurs. Chasseur d'orage, photographe d'orage. Je suis connu aussi pour ça, surtout pour ça au début sur les réseaux sociaux. J'avais 13 ans, 14 ans, j'étais déjà sur le terrain. Au lieu d'aller au McDo avec mes amis au cinéma, moi, j'allais dehors prendre l'appareil photo quand il y avait de l'orage. Je me disais que c'était encore hier, donc c'est une passion qui te continue encore. J'étais encore là il y a 10 heures, 15 heures, j'étais dans l'Hérault. Là, je suis à Paris. Ouais. Et j'ai pris ce TGV en urgence après pour venir. Et c'est comme ça. Ma vie est toujours... je suis pas que de data, hein. Je suis aussi terrain, beaucoup de terrain. On va dire 50-50. C'est ça qui fait que j'aime bien la data parce que j'en bouffe pas tous les jours. Ouais. Parce qu'il y a un moment, en fait, on sature peut-être complètement là-dessus. Mais en réalité, voilà, j'ai fait de la météo, de la climato. Et puis, en fait, à un moment, c'est posé la question, est-ce que je fais biologie ou physique? Parce que c'est comme ça. Pour faire prépa, pour faire université, il fallait choisir option biologie, option physique, option maths ou option chimie ou je ne sais quoi. Je me suis dit, ce serait dommage que je fasse de la physique toute ma vie. Parce que j'ai quand même lu pas mal de livres à ce sujet et je me voyais pas toute ma vie avec des équations, toute ma vie avec de la chimie et je trouvais ça pas assez proche
du terrain. Parce que en tant que chasseur d'or, j'aimais bien être dehors, j'avais pas envie d'être enfermé. Voilà, c'est un peu la vision que j'avais. Peut-être que c'est une vision biaisée, certes. C'est la vision que j'avais à l'époque. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans une prépa bio, parce que je considérais que toutes les connaissances qu'on était en train d'accumuler sur le changement climatique, elles n'étaient pas suffisamment appliquées à d'autres domaines. C'est le cross entre deux domaines qui fait la richesse d'un profil. Complètement. Les climatologues, il y en a beaucoup. Par contre, les climatologues qui travaillent sur l'aspect de la ville pour faire face au changement climatique, il y en a beaucoup moins. Les climatologues qui travaillent sur l'agriculture, il y en a beaucoup moins. Les climatologues qui travaillent sur la santé humaine, il y en a beaucoup moins. En fait, c'est vraiment la recherche, c'est la double compétence. Et j'ai réalisé qu'en agriculture, alors il y avait de l'agroclimatologie à l'époque, mais il n'y avait pas beaucoup en fait de données à ce sujet. Et c'est là où je me suis lancé dans l'agroclimatologie. C'est pas forcément, au début, je pensais pas que c'était autant de data pour te dire, moi je suis bio. Donc je faisais des dissections de grenouilles et puis j'étudiais la croissance des plantes en fonction de l'intensité lumineuse. Je n'étais pas là pour faire du code et de la data. Et, et en réalité, quand tu plonges dans l'agroclimatologie, tu sais que bah, pour répondre aux questions de cette science, on peut pas utiliser qu'un point de mesure sur un fichier Excel dans un seul endroit de Paris. Il faut traiter une masse de données tellement importante que forcément on rentre dans le big data, la modélisation, le code. Et j'ai plongé dedans sur le tas, mais sans vraiment le voir à l'origine. Plus par nécessité, on va dire, ou par chemin logique, comment sur... C'est chemin logique parce que j'en étais pas dégoûté en fait. Il y a beaucoup de biologistes qui, dès qu'on parle de code de data, ils ont un peu de mal. Enfin, en école d'agronomie, on est plus sur la reproduction des vaches, les tracteurs John Deere, et c'est vrai que la partie est peut-être 5% seulement qui part en data analyse et modélisation. C'est ce qui est très peu en réalité, et il en faudrait plus. Et c'est à partir que du moment où j'ai fait un stage à l'INRAE d'Avignon, rubrique agroclim, forcément. On m'a dit, ce sera de la modélisation. Je sais pas ce que c'était à l'époque. La modélisation, on utilisait le modèle STIX. STICS. Okay. C'est le plus grand modèle de France qui travaille sur la croissance des végétaux. En fait, on lui met en entrée des données climatiques, du sol, des pesticides, des fertilisants, etc. Et puis il va nous sortir le rendement, la capacité, la teneur en eau des sols, les stress hydriques, les stress thermiques, etc., etc. C'est de la modélisation. Et en fait, je suis arrivé là et on m'a dit, bon, bah, tu vas utiliser ce modèle. Et, bah, je me suis retrouvé dans le modèle et je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'était un énorme calculateur de 100 000 lignes. Enfin, il fallait rentrer dans le code. Dans le code, on commençait par la phénologie, le stade de développement des cultures. On cumulait les températures pour avoir la floraison, la date de floraison. Puis après, on regardait derrière l'intensité lumineuse pour faire la photosynthèse. Puis en fait, il y a plein de petites rubriques comme ça. Phénologie, croissance en masse, floraison. Puis après, il y a la croissance du fruit, les stress thermiques. En fait, c'est toutes les équations qu'on avait accumulées depuis 100 ans en agriculture qui se retrouvaient là. Réunis en les modèles. Et qui échangeaient des variables. Tu vois, par exemple, il y a un mec qui a étudié la croissance des feuilles en fonction de la température sur la luzerne. Ah ouais, le mec, c'est moi. C'est ma thèse. J'ai étudié la vitesse de croissance en fonction de l'eau et de l'humidité, de l'eau et de la température, la vitesse de croissance des racines de la fétuque élevée dans une prairie. Il y en a qui ont fait, j'ai participé à la photosynthèse du pâturin et de la fétuque dans le cadre de températures élevées. Il y en a d'autres qui ont travaillé sur la vitesse de la croissance de la tige de cette fétuque, et puis de cette fétuque, de cette luzerne, etc., etc. Chacun a bossé sur des petits bouts. Et au bout d'un moment, à force d'accumuler de la connaissance scientifique qui est basée sur de l'observation du terrain, là c'est du terrain, c'est pas de la data, on récupère des équations, vitesse de croissance de la luzerne en fonction de la température entre 0 et 40 degrés, efficacité de la photosynthèse de la luzerne entre 0 et 40 degrés, échange de gaz de la feuille entre 5 et 50 degrés, quoi. Enfin, plein de petits bouts comme ça, et qui, moi, j'ai participé à l'INRA, mais il y a des centaines de scientifiques dans le monde qui ont participé, et après, toute cette connaissance est mise sur Internet. Et puis on récupère les équations et on en fait un calculateur. C'est vraiment mettre en commun toutes les petites caisses de puzzle que chacun a créées, toi, d'autres sur des parties très spécifiques finalement. C'est ça. Pour dire, Alexandre, créer le puzzle complet et apporter une solution plus globale avec la vision d'ensemble et amener des réflexions Exactement. Derrière. Toutes les datas, la modélisation se basent à l'origine sur des observations. Qu'on soit d'accord. On se base sur les observations du blé dans les champs pendant des dizaines d'années. Voilà.
c'est pas quelque chose qui est tiré de mon chapeau, c'est le cas de le dire, qui a une équation qui arrive comme un cheveu sur la soupe et qui est sortie de la tête de quelqu'un qui pensait comme ça. Non, c'est vraiment de l'observation. C'est ça qui est intéressant en bio, c'est qu'on a l'impression que la data, bon, elle vient de nulle part et que ça fait de la magie, quoi. En réalité, c'est toujours basé sur des observations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rallie toujours à la Terre. C'est ça qui me faisait plaisir en biologie, c'est que c'était pas... Je vais faire des parallèles, peut-être que ça fait sauter de leur chaise les physiciens, mais le boson de Higgs, par exemple. Ouais. Moi, j'ai du mal à me concevoir ce que c'est, comment ils ont pu trouver les équations. C'est un truc nouveau qu'on essaie de chercher. Donc, comment faire pour le chercher, quelle observation physique, quelle mesure, voilà. On sait pas vraiment où on va, alors que la bio, bah, un érable, c'est un érable, il pousse, il a le nombre de feuilles, tu calcules le nombre de feuilles, tu vois le blé, combien d'épis il a sur le... C'est concret. C'est très concret, on n'est pas dans l'abstrait. Voilà. Et là, généralement, la tech, c'est comme ça. Bah écoute, c'est vraiment top. Et à partir de ça, de toutes ces recherches que tu as fait, de ces réflexions que tu as pu avoir sur cette modélisation que tu as fait à l'INREA d'Avignon, ensuite on arrive à dire, mais en fait, par rapport à ça, alors, on n'est pas Nostradamus, mais l'idée c'est on peut anticiper, pas prédire, on peut anticiper les évolutions qui vont venir dans l'avenir et les problématiques qui peuvent émerger sans devenir forcément anxiogènes. Et tu as décidé de mettre ton énergie à profit de cette réflexion-là sur de la démocratisation, mais aussi sur le fait de trouver des solutions concrètes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les challenges à venir qui vont penser à tout le monde? Allez, moi je travaille sur 3, on va dire, grosses solutions. La première, c'est en dehors de mon entreprise, mon entreprise est Agroclimat 2050. C'est un centre de recherche, même on peut dire, qui étudie l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Bon, on met de côté pour l'instant, entre parenthèses, on va regarder infoclimat.fr. Infoclimat.fr, c'est une association à but non lucratif de passionnés de météorologie, dont je suis vice-président, parce que je suis passionné de météorologie aussi. On avait sur Ben El Ali aussi qui fait partie. C'est ça, qui fait partie de l'association. C'est comme ça qu'on se connaît. C'est comme ça que c'est connu. C'est comme ça que c'est connu. Et lui qui nous a mis en relation. Et au final, Infoclimat, on installe des stations météorologiques dans toute la France qui sont généralement en open data. Ça permet, la base de l'agriculture, ça permet d'avoir de la data. C'est-à-dire que s'il y a une émergence de pucerons très importante, on va regarder la data derrière moi. Est-ce qu'il a fait humide et doux et est-ce que c'est dans les gammes favorables des pucerons? Si par exemple on a un gel tardif sur le territoire avec une floraison précoce, on regarde la data pour évaluer les pertes de rendement suivant toutes les stations. Il y a quand même plus de 1000 stations qui ont été installées par l'association chez des particuliers ou alors par l'association qui rejoignent à peu près plus de 1000 stations de Météo France, ce qui fait qu'en direct, c'est le plus gros site de météo en direct de France, même d'Europe. Ah oui. Et on a 2500 stations à peu près qui reportent en direct toutes les 7 minutes à toutes les heures. Toutes les 7 peut-être. Le temps qu'il fait. C'est impressionnant, ouais. Il faut comprendre que c'est juste en base de données. Là, c'est énorme. C'est pas moi qui ai de la base de données couronnement. Parce que je crois qu'il y a 7 ou 8 serveurs. Enfin, c'est un truc monstrueux. Mais juste ça, c'est de la data. Alors, c'est vrai qu'en AgTech, on dit c'est de la data un peu farfelue. Non, là, c'est concret. C'est concret. C'est une station météorologique comme ont les agriculteurs chez eux. Et ça permet d'analyser les données à long terme, à court terme, dans les jours à venir. Enfin, ça permet à tout agriculteur de prendre des décisions. Premier point, infoclimat.fr. Ça, c'est la première solution. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. De toute façon, c'est gratuit. On mettra tout en lien en ligne pour que tout le monde puisse trouver. C'est ça, si je suis une association à but lucratif, je touche bien dessus. La deuxième solution que je suis en train de développer, qui est très innovante, parce qu'elle est unique d'ailleurs au monde, à ma connaissance maintenant, j'ai pas vérifié dans des langues du monde, parce que je connais pas toutes les langues du monde. Dans celles que je connais, les plus connues, ça n'existe pas. C'est un site qui va reprendre justement ces données météo, soit de la prévision, soit de l'observation, et qui va appliquer ces fameuses équations agricoles que on a mesurées, nous, dans les centres de recherche. Par exemple, des chercheurs, dont je ne faisais pas partie cette fois-ci, ont travaillé sur ce qu'on appelle l'échaudage du blé. L'échaudage du blé, c'est une période pendant le remplissage du grain, c'est quand le grain gonfle là, en juin, juillet, quoi, avant la récolte. Eh bien, et ça a besoin d'eau, et surtout, quand il y a trop forte chaleur, ça arrête la croissance du grain. Et si ça arrête la croissance du grain, c'est terrible, parce que c'est du rendement perdu, du poids, en fait, de perdu. Donc, il y a des chercheurs qui ont bossé sur cet échaudage et qui ont vu quand ça commençait entre 30, 32, à partir de 32, ça devient modéré, 34 fort, à partir de 38, la croissance du grain est arrêtée complètement.
C'est-à-dire qu'on a une belle équation là entre 30 et 38 qui voit le ralentissement de la croissance du grain. Et moi, mon rôle, c'est de prendre les prévisions météo à venir et d'appliquer cette équation et de dire, voilà, d'ici 10 jours, et d'ailleurs c'est le cas puisqu'il y a une canicule qui arrive en cette mi-fin juin 2025, eh bien, on a une période d'échaudage du blé qui devrait durer au moins une semaine sur le Poitou et l'Aquitaine, voire plus, ce qui est extrêmement conséquent. Donc ça, cette deuxième partie de mon boulot, agroclimatologie.fr, qui est aussi un site gratuit et ouvert, eh bien, ça permet d'analyser les risques à venir pour que les agriculteurs prennent des dispositions. Mais écoute, c'est super intéressant. Là, on est le 16 juin, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble, oui. Le podcast sortira d'ici quelques mois, donc on pourra aussi voir, et j'avais fait des liens vers ça, le retour, pour montrer aussi tout ce retour et toute cette anticipation qui peut être amenée. Ça, Alors, c'est intéressant à voir. c'est ça que j'ai beaucoup parlé de plantes, mais je bosse aussi sur les animaux. C'est plus complexe. Les animaux, ceci dit, par exemple, il y a des chercheurs, j'en fais plus ou moins partie, qui ont travaillé sur le stress thermique sur les animaux d'élevage et quelles conséquences il peut avoir sur leur bien-être et la production de lait. C'est-à-dire qu'on va calculer en fonction de la température et l'humidité, c'est de la data aussi, l'indice THI, qui est un indice de data dérivé, de data observée, on a une donnée THI, température, humidité, indice. C'est un indice qui regroupe chaleur et humidité pour savoir le bien-être animal. Ça existe aussi pour l'homme. Et suivant les seuils de THI, vu qu'on a maintenant des robots connectés aussi qui permettent de savoir la production de lait par vache en fonction du collier qui détecte une puce quand elle rentre dans le robot, eh bien, on peut savoir à terme quelle est la production de lait en fonction de la température, la production de lait par jour. Faire ce lien entre la chaleur, l'humidité et la production de lait, ce qui était impossible il y a 20 ans, quoi. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que on a des équations en fait en fonction de l'évolution de la température de diminution de production de lait. Par race. un race énorme. très spécifique. Ouais, oui, parce que chaque race a pas les mêmes taux de résistance à la chaleur et de production de lait journalière. Et ce qui se passe, c'est cette équation qui apparaît comme une équation lambda, là, qu'on retrouve sur Internet généralement, ou dans des articles scientifiques. En l'appliquant sur une donnée, une grille météo à 10 jours, on peut voir la perte de production de lait à 10 jours. Pour un éleveur, il fait quoi quand il voit ça? La data est concrète pour lui. Il se dit, tiens, là, je vais avoir moins 15 à moins 20% de production de lait sur cette semaine-là, parce que mes vaches ne vont pas être dans un bien-être à cause de la chaleur. Donc, je vais vérifier mes brumisateurs, mes ventilateurs. Je peux éventuellement investir dans une douche avant que la chaleur arrive, parce qu'il y a des douches aussi pour les animaux qui peuvent déclencher par à-coup et ça fait tomber de l'eau dessus. Ou alors, je vais plutôt favoriser les champs avec les parcelles de prairies, avec des arbres pour l'ombre. Ou alors, j'ai pas assez d'ombre sur mon terrain, je vais rentrer les animaux en bâtiment, dans un bâtiment qui est peut-être plus frais. Sur cette ordre-là, ouais, donc ça permet vraiment de prendre des décisions pour les éleveurs en temps réel pour optimiser. C'est ça. Et c'est tout bête. Mais c'est vrai que quand on parle de la data, pour les auditeurs qui nous écoutent, parfois on dit, oh là là, c'est encore un truc à la Microsoft, à la Google, on comprend rien. Mais non, là, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est concret et ça s'applique sur le terrain et même les agriculteurs, ils le font déjà. C'est juste que ça leur permet d'anticiper, d'évaluer le risque, la durée, l'intensité et d'anticiper. Et un agriculteur qui anticipe, c'est un agriculteur aussi qui est plus serein, on va dire, même si, quand la canicule est trop importante, il y aura des pertes de production là, il fait comme il peut. Mais c'est qu'il est plus serein parce qu'il ne verra pas, il anticipe déjà la souffrance des animaux en essayant de la limiter. Il est plus en contrôle du risque de manière générale. C'est ça. Il dort plus facilement. Et c'est super intéressant parce que toutes ces informations du coup que tu mets à disposition via tes équations, via l'ensemble des recherches que tu mènes pour l'agriculteur, pour l'éleveur sur du court terme. Du coup, tu dis bon, dans 10 jours, dans 3 jours, dans 7 jours. Comment est-ce qu'il a accès à ces informations-là, lui, aujourd'hui? C'est complexe parce qu'il y a énormément de petites startups ou d'entreprises qui ont, par exemple, un modèle mildiou pour la pomme de terre. Mildiou, c'est une maladie en vanille. Voilà. Il y en a qui ont le stress THI pour la Primolstein dans le nord-ouest de la France. Il y a des coopératives qui ont peut-être l'échaudage du blé. Tu vois, des petits modèles comme ça, des petites équations, mais il n'existe pas de site. Maintenant, il en existe un, c'est agrométéorologie.fr, en.com, qui regroupe toutes ces informations. Et surtout, c'est que c'est gratuit. Ça, c'est peut-être nouveau. Autant les équations, on les voyait à droite à gauche, on les connaissait dans le milieu agricole, mais autant le fait de tout regrouper sur un site et de le rendre gratuit, ça c'est inédit parce que souvent il faut un abonnement mensuel pour avoir accès aux données ou aux stations météo plus lointaines ou un nombre de stations météo dans le coin. Et moi, je considère
que la data justement n'est pas là pour enrichir un certain nombre de personnes, bah, elle est là en réalité pour, quand on la récupère en open data comme le données météo, je suis obligé, pour moi derrière, par philosophie presque, de la redistribuer. Et imaginez-vous un agriculteur qui doit payer une mensualité pour voir les pertes de rendement qu'il aura. Enfin, payer pour voir combien on perd. Enfin, moi je trouve ça pas logique. Donc pour être franc, et je suis très transparent, j'ai dépensé 45 000 euros sur ce site de ma poche. Et j'ai pas de retour économique. J'ai un type qui fait des dons, je dois avoir 1200 euros de dons sur 45 000 euros de dépenses. C'est pas grave. Voilà, moi je fais pas mal de conférences et je rends l'argent des conférences au milieu agricole par semaine. Mais c'est impressionnant. Et si tout le monde pouvait avoir cette philosophie-là, ce serait beau. Le mien, Tipeee, tu me l'enverras et on le mettra aussi si les personnes veulent aider justement en bénévolat pour justement soutenir cette initiative qui, je pense, est super importante pour tous. Comment tu décris les différentes solutions que tu amènes aujourd'hui pour des agriculteurs pour, on va dire, dézoomer un peu le problème global aujourd'hui sur le réchauffement climatique qui arrive, tu parlais de 2050, si on regarde à 2050, on sera à 10 milliards de personnes à peu près sur Terre. Ça dépend des projections. Ça dépend des projections, mais globalement, on anticipe une augmentation de la population dans ce sens-là. En termes de terres avables, avec les modifications du climat, on va perdre environ 30%. On en gagnera peut-être au nord, on en perdra au sud, mais globalement... C'est la dernière solution que je voulais dire, justement. Allons-y. Pour ces thématiques-là, puisque, infoclimat.fr, agrométéorologie.fr, et le dernier, c'est des études que je fais. Je sens pas forcément, il y a pas de site internet pour ça, parce que c'est des études ciblées par des entreprises, des États ou la FAO qui me demandent de répondre à des questions qui sont toutes simples. Où est-ce qu'on pourra planter le pommier golden en 2050? Où est-ce qu'on va produire l'abricot bergeron en 2050? Est-ce que la zone de production du blé, première calorie mondiale, va se décaler vers le nord-est de l'Europe? Ça, c'est de la géopolitique stratégique alimentaire, on en parlera. Là aussi, c'est des terras et des téraoctets de données. J'en ai 16 terras de fichiers climatiques. Alors, j'ai 8 terras de fichiers climatiques en CSV. Je sais pas si tu imagines. J'imagine, mais écoute, j'ai été data scientist pendant des années, donc je vois bien. Et tout trié par pays, par scénario climatique, par modèle, enfin. C'est énorme. Et ça, je vais lire ces fichiers et je vais en faire de la cartographie. C'est le cœur de mon métier, c'est beaucoup de carto, pour déterminer où les conditions favorables à la pomme golden seront favorables en 2050. On prend 8 indicateurs hyper simples. L'intensité de la sécheresse, voilà. Le nombre de jours au-dessus de 35 degrés et de la floraison à la récolte du fruit pour les canicules. L'excès de pluie pendant la floraison pour éviter les problèmes de fécondation des fleurs avec le pollen qui coule au sol parce qu'il y a trop de flotte, quoi. On prend le gel après la floraison pour savoir si on perd par brûlure de fruits, qu'on peut planter des pommes à Oslo par exemple, où là il y aurait trop de risques de perte au printemps à cause du gel. La date de floraison ensuite, on regarde la date de maturité, on regarde le nombre d'heures de froid nécessaires à la floraison, on appelle ça la vernalisation. En gros, c'est le cumul d'heures en dessous des 7,2 degrés. La pomme golden, on a besoin de 1000 pour fleurir. Si on les a pas, elle ne fleurit pas, en fait. 1000 sur 1000 années? Sur l'hiver. Sur l'hiver, on va faire le bourgeon. Donc, ces petites équations-là, que tout le monde connaît en agriculture, on les regroupe et on en fait un indicateur. En gros, si sur les 8 équations, toutes passent, eh bien, ça fait l'aire de répartition de la culture, quoi, que tout le climat lui est favorable à son développement. Et ça, c'est hyper important pour des décideurs. Autant tout ce qu'on parlait avant, c'était des agriculteurs. Là, c'est des décideurs et des politiciens et des chefs d'entreprise. Si tu prends par exemple un chef d'entreprise qui travaille sur de la compote ou du jus, il y en a plusieurs en France qui sont très connus. Ou alors tu travailles chez Lidl, chez Carrefour sur ta zone de chalandise où je récupère ma salade, ma tomate, etc. et qui doit évoluer dans un contexte de changement climatique. Ou tu travailles chez Florette, chez Bonduel, où tu produis en fait et tu mets en conserve ou en sachet et tu revends du frais ou de la conserve. Eh bien, de savoir en 2050 qu'il faut planter des pommes golden peut-être plutôt en Alsace et qu'il faut faire remonter l'abricot bergeron vers Toulouse, vers Lyon, et puis qu'il faut planter plutôt de l'abricot rouge, du roussillon du côté de Valence, ou alors des agrumes du côté de Nîmes, ou alors de la pistache du côté de Cavaillon, ou alors des olives à Bordeaux, enfin, je donne plein d'exemples. Ça c'est hyper important, puisque un chef d'entreprise qui a de l'arboriculture, qui plante en 2025, son art, il va vivre jusqu'en 2070. S'il prend les mauvaises décisions maintenant, sa production agricole chute
et donc sa boîte est compromise en 2050. Et c'est super intéressant ce que tu dis. Je pense que ça challenge certains des intuitions que je peux avoir sur, je sais pas si c'est le bon terme, mais sur l'adoption. Toi, tu fais ces prédictions, tu vas mettre les mappings, tu vas dire bon bah voilà un peu les zones géographiques pour chacun. Qui va être vraiment va piloter ce changement? Intuitivement, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt la personne qui est sur le terrain en lui-même. On attend beaucoup en général des politiques, mais je pense pas que les politiques aient une influence. Peut-être que je me trompe particulière là-dessus, c'est plus les personnes en chaîne, les agriculteurs, les éleveurs, ça prennent ces décisions directement. Tu parlais d'intermédiaires aussi, toi, sur les industries intermédiaires. Comment est-ce que tu le vois, toi qui es au contact avec tous ces interlocuteurs sur l'adoption? Qui la drive de grâce? Ces résultats d'agriculture, de tech, on va dire, Mm. d'agriculture de data, sont reprises généralement par les agriculteurs eux-mêmes ou par l'intermédiaire, les grosses entreprises. Il y a certains politiciens qui les reprennent pour des discours ou alors des décisions, mais pour l'instant c'est un peu timide, je trouve, par rapport à l'urgence de la situation. Les plus actifs dans le domaine, c'est les agriculteurs. Mhm. Et ils ne regardent pas forcément la data. Parce qu'il y a plein d'agriculteurs qui ont commencé à planter des oliviers avant que je fasse ma thèse. Il y a plein d'agriculteurs qui ont commencé à réfléchir sur la clémentine parce qu'ils connaissent très bien leur terrain avant même que je leur parle. Et la première connaissance avant la data, chez nous, c'est le terroir. Qu'on soit d'accord. C'est là où je trouve que la data peut être dangereuse lorsqu'elle remplace le terroir. On en parlera après sur l'aspect négatif de certaines choses. Par contre, quand ça aide à la décision, ça peut être intéressant. Et ce qui là devient intéressant, c'est que les agriculteurs, avant même que je leur dise, ils ont commencé à réfléchir à ces sujets. Et moi, quand j'arrive avec de la data, des chiffres, voilà, tel pourcentage de réussite en 2050, ça confirme leurs intuitions. Avant même d'arriver, ils avaient déjà commencé à planter pour ça. D'autres, je leur ai donné des idées avec les différentes cartes et ils ont commencé à planter justement. Et maintenant, on attend les prochaines années pour voir le succès de la culture. Et derrière, il y a l'échelon intermédiaire, comme je disais, du Lidl, du Carrefour, du Auchan, du Bonduel, du Donat, du McDonald's, ou alors des Biocoop, des entreprises plus familiales, plus bio dans les terroirs qu'on a en France. C'est vraiment toute la chaîne, hein, sans aucune distinction, puisque l'agroclimato, qu'on soit en bio, en conventionnel, en agriculture de conservation des sols ou en permaculture, s'il gèle sur un abricotier, il gèle sur un abricotier. Qu'on soit d'accord. Et derrière, ces entreprises-là, elles ont une puissance de frappe qui est importante. Tu prends McCain. Et puis McCain, qui est une très grosse entreprise de fric, hein, qu'on soit d'accord. Je fais aucune publicité d'ailleurs sur les différentes entreprises sur lesquelles je cite. C'est juste que des choses que j'ai lues de par ailleurs. McCain, ils ont par exemple une très très grosse quantité d'agriculteurs qui travaillent pour eux dans le nord de la France sur les frites. D'ailleurs, ils sont l'un des plus gros contractuels qui a des contrats avec les agriculteurs du nord de la France. Ok. Il me semble. Il y a aussi les betteraves qui c'est pas mal. Et en fait, McCain, ils ont besoin de frites d'une certaine taille qui rentre dans un cahier de charge, une certaine longueur, avec une certaine variété, pour le goût, pour la texture, pour la longueur de la frite. Et ils ont des cahiers de charge avec les agriculteurs sur lesquels, pour pouvoir travailler avec McCain, il faut respecter ce cahier de charge, avec une liste de produits autorisés, une liste de pratiques agricoles. Et donc, sur ces cahiers de charge, on peut absolument travailler. Ça veut dire que si McCain dit, bon, à partir de maintenant, vu le contexte de changement climatique, nous pouvons, d'après les données qu'on a eues en modélisation agricole, voir l'évolution à la baisse de l'indice hydrique des sols, la sécheresse, quoi. Donc, hausse de la sécheresse dans nos sols parce qu'il fait plus sec en été pendant la période de culture de la pomme de terre. Compte tenu de ces informations qui sortent de la data, eh bien, nous pouvons dire il serait intéressant de changer les pratiques agricoles pour s'y adapter en ayant, par exemple, de l'agriculture de conservation des sols, une forme d'agriculture qui respecte mieux les sols et qui permet de mieux retenir l'eau dans les sols. Couvert végétal, par exemple, entre les cultures, moins de labour. En vrai, c'est de la technique agricole, je vais pas rentrer dedans, mais en gros, avec ces évolutions agro-climatiques à long terme, McCain décide de changer son cahier de charge à partir de 2032-2036. Je crois que la majorité, si ce n'est que 100% des champs, doivent respecter le sol pour pouvoir le vendre à McCain. Ok, donc c'est déjà des choses qui sont actées, qui sont en place. Tu donnes l'exemple de McCain, mais par ses intermédiaires, qui poussent déjà aujourd'hui à faire ces changements dans le bon sens, on espère. C'est ça. C'est ça. Donc, ça sort de la data. C'est vrai que quand on dit on va faire moins de labour, plus de couvert végétal, il y a beaucoup de parties sur le terrain d'observation de perte des vies des sols et tout. Mais derrière, sur la projection, je crois en 2050, c'est pas de l'observation de terrain, parce que 2050, c'est l'avenir. Et ça, c'est grâce à la data d'observation de l'indice hydrique des sols, donc la sécheresse, qu'on peut prendre ces décisions. Ces décisions qui révolutionneront peut-être l'agriculture française
pour 2050. Ouais. Voilà, donc c'est de la data. Et décision, et comment, j'insiste dessus, je t'avais entendu le dire sur une émission que tu avais faite, je pense que c'est important d'avoir ce chiffre en tête, où tu disais prendre ces décisions, c'est pas du jour au lendemain, ça implique créer des nouvelles filières qui prennent 15 ans. Je pense que c'est le temps que tu avais donné à l'époque. Autant. 30 ans, alors maintenant, donc 2050, c'est déjà hier au final. C'était en 2020, 2050. C'était hier, ouais. Donc, C'est pour ça que je dis toujours qu'on est en retard sur notre avance. On n'a pas d'avance, en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, derrière, après, il y a l'économie. Parce que c'est bien de dire, voilà, on va planter des oliviers, des agrumes, tout ça. Ça, je le dis très souvent. Mais même moi, je l'ai fait dans mon jardin. Mhm. Même mes voisins ont planté des agrumes. Ils nous connaissent, ils ont commencé à planter des arbres du futur. Ça, c'est simple. Même si en réalité, c'est hyper complexe de produire, hein. Ouais, Le plus simple, c'est de planter. chez soi. Ouais, ou chez un agriculteur. Même pour l'agriculteur, c'est quand même très complexe pour produire à bien après. Mais le plus simple, c'est planter. Le plus complexe encore, alors que c'est déjà complexe tout ça, c'est qui transforme, qui stocke, qui revend, à quelle période, et la main-d'œuvre. C'est le tissu économique. Et là, le tissu économique, ça se fait intervenir aussi de la data, mais ça, c'est plus le rôle des économistes. Moi, je livre, en fait, mon boulot se termine là. Puis après, on va mettre le prix de la main-d'œuvre, le prix de vente, la rentabilité, est-ce que c'est faisable, la durée de mise en place de la filière, et qui peut mettre quoi de quel côté. Enfin, ça devient plus de la data économique, on va dire, et des applications d'économistes que je ne maîtrise pas forcément. Et on passe sur le rôle aussi de la politique. On reparlera de géopolitique un peu après, mais sur la politique globale, sur la France, comment la France, je parle de la France en particulier, mais ça peut être l'Europe aussi de manière plus large, prend en main ces sujets-là aujourd'hui, qui sont relativement inédits dans leur ampleur, pour anticiper ces modifications et les accompagner. Alors, ça va paraître curieux ce que je vais dire, mais la France est le pays le plus en avance sur ces sujets, l'impact du climat sur l'agriculture, sachant qu'on est en retard. Parce qu'on est les plus moins en retard. Je sais pas comment dire quoi, mais l'idée, on avance sur notre retard. Voilà. Et en fait, en réalité, la France se débrouille bien, puisque le ministère de l'Agriculture, j'ai bossé avec eux sur l'aire de répartition de la pomme, de l'abricot, de la carotte, de la salade. C'est le premier pays européen qui fait ce travail, quoi. Ouais, bon, après, c'est parce que je pousse beaucoup dans les médias, je pense, et qui se sont dit, on va peut-être réfléchir à ces sujets-là, pas juste savoir si on doit mettre une nouvelle génétique de maïs dans le sud de la France, plutôt se poser la question, est-ce que le maïs sera toujours présent en 2070, quoi. Revenons à la base, quoi, de l'intelligence, en fait, sol, climat et terroir, quoi, hein. Et du coup, la France est quand même pas mal en avance. Il faut savoir qu'en France, on a quand même une production agricole qui reste plutôt propre. Relativement parlant, c'est relativement parlant par rapport aux autres pays. Quand on sort de l'Union européenne, certes, il y a encore des pesticides, il y a encore pas mal de cochonneries qui peuvent traîner dans l'Union européenne, mais moi je viens du Liban, hein. Quand on va au Liban, c'est indigestion tous les 4 matins, quoi. Et puis, il n'y a pas de normes forcément d'épandage des pesticides, il n'y a pas de même législation. Donc, pour moi, en France, on a des chemins à faire, mais encourageons sur ce qu'on a déjà parcouru pour continuer à parcourir plutôt que de dénigrer. Donc ouais, c'est un autre message que je voulais faire passer aussi. Encourageons là-dessus, tu dis du coup que la France est un peu leader sur ces sujets-là. J'avais pas forcément cette question en tête précédemment, mais je pense que ça paraît intéressant dans le contexte actuel. On a l'accord avec le Mercosur qui arrive, avec la Nord du Sud qui a pas forcément les mêmes normes non plus, sur tout ce qui va être culture ou manière de cultiver céréales ou autre, tout ce qui est élevage de manière globale. Comment est-ce que toi, Servreca, tu perçois ça? C'est une question que j'ai pas l'habitude de répondre, c'est parce que c'est en dehors de mes compétences. Donc pour les auditeurs, n'hésitez pas à compléter mes réponses par des recherches ou à challenger. Ça là vous pouvez, hein, parce que c'est pas mon domaine. Alors sur le Mercosur, je trouve dommage, c'est que dans un monde mondialisé, on a accès à la même production à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que la viande qu'on fait chez nous, on peut faire aussi de la viande en Argentine, en Amérique. Et que, au lieu d'acheter des productions qu'on a sur le territoire, on va faire des accords internationaux d'échange sur la denrée alimentaire, avec d'échanges peut-être d'autres choses, de voitures, d'armes, de je ne sais quoi. On fait rentrer la base de notre vie, la bouffe, quoi, dans un échange de choses optionnelles. C'est ça qui me dérange, c'est que, pour moi, la bouffe ne doit pas être traitée comme une marchandise telle que les autres. Et donc, on se retrouve à devoir acheter de la viande d'autres bouts du monde qu'on retrouve sur le marché français, qui n'ont pas forcément du coup les mêmes normes, qui sont pas toujours dégueulasses, hein, mais qui n'ont pas les mêmes normes, qui sont très contraignantes en Europe et encore plus en France, et que ça côtoie du coup nos producteurs qui n'ont pas forcément les mêmes coûts de production. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on se pose pas la question que dans une zone climatique tempérée,
océanique, méditerranéenne, semi-continentale, ou dans une zone climatique alpine, montagnarde, eh bien, on puisse produire déjà une certaine quantité de nourriture qu'on n'a peut-être pas besoin d'aller chercher en dehors de l'Europe. En Europe, je vais bien, mais en dehors de l'Europe, ça me paraît aberrant de produire autant de blé en France et d'avoir du blé qui rentre aussi en France de l'autre bout du monde, ce qui n'est pas logique. Bon, le blé, c'est pas le meilleur exemple, parce qu'on en produit quand même beaucoup et on en consomme beaucoup en France. Mais la viande, ça peut être un exemple, le lait, ça peut être la viande. Et qu'au lieu de devoir résoudre les problèmes de pourquoi notre production diminue de fruits et légumes et qu'on l'importe plus, bah, on continue à en importer de l'extérieur pour masquer un petit peu la problématique et pas forcément la résoudre. Donc pour moi, l'avenir que je vois, qui n'est peut-être pas ce que les auditeurs voient, mais ça c'est mon aspect personnel. Donc quand je dis personnel, il faut compléter l'information, bien sûr, et la vérifier. Eh bien, derrière, si on pouvait acheter dans notre climat ce que le climat peut produire et importer éventuellement les bananes, peut-être les avocats, parce que notre climat ne nous le permet pas, du moins pour l'instant, et les importer pour contribuer à la diversité alimentaire qu'on a sur le territoire. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut faire sur notre climat? Ne l'importons pas forcément, et que dans tous les pays du monde, enfin, c'est à peu près la même chose, qu'on ait certaines denrées qu'on doit échanger parce qu'on peut pas les produire climatiquement sur notre territoire. Et ce qu'on produit, qu'on se meurt de façon locale. C'est même pas une question de climat, là. Parce que les gaz à effet de serre du transport sont très faibles. Ils sont tellement optimisés dans les bateaux que c'est même pas 5% des émissions de la production agricole. C'est juste que c'est une question sociale. C'est une question sociale de chaque pays qu'on doit pas mettre, pour moi, en concurrence de la nourriture. Effectivement, c'est vrai que dans les médias, on entend beaucoup les arguments autour de l'environnement. Je pense souvent un argument valable, mais comme tu dis, et ça, encore une fois, ça aussi, c'est mon opinion, moi, ça engage que moi, mais il y a la partie sociale et la partie presque, on va dire, souveraine de manière globale. Tu parlais géopolitique, mais on le voit, le fait de pouvoir nourrir sa propre population, d'être autonome, qu'on a la chance d'avoir une terre qui est fertile, sur laquelle on peut produire, c'est quelque chose qui permet aussi de stabiliser un pays dans le temps. On le voit, les guerres civiles, c'est souvent soit des pandémies, soit des famines qui émergent de manière globale. Et finalement, est-ce que cet accord va pas externaliser une partie des cultures à l'étranger qui seront peut-être moins chères? C'est déjà le cas, intéressant. C'est déjà le cas, mais dans une dimension qui fera complètement perdre l'autonomie alimentaire à l'Europe, tout à fait, et à la France. En fait, c'est navrant d'en être arrivé à là. On revient encore sur la data. Quand on était à l'époque, il y a 20 ans, on disait déjà, attention. Attention, parce que l'aire de répartition de la production du blé, la biogéographie, qui est analysée par la data, s'éloigne vers la Russie. Donc, première calorie du monde, on est en train de la perdre. On est en train de livrer notre alimentation à la Russie, qui, pour elle, le changement climatique, encore de la data, lui est favorable. Ouais. Les CO2, la température vivante, etc. Et donc, elle en profite. Pas avec les mêmes normes, pas avec les mêmes main-d'œuvre, pas avec les mêmes budgets, peut-être que s'ils ont plus de budget, mais en tout cas, pas avec les coûts de production. Et ce qui se passe, c'est que notre Russie, qui est maintenant le premier exportateur mondial de blé, alors qu'il y a 20 ans, elle ne produisait même pas suffisamment de blé pour sa population. Maintenant, c'est le premier exportateur mondial. Malgré les avertissements des scientifiques sur ce sujet, les politiques n'ont pas pris les devants. Et donc, on se retrouve maintenant avec la Russie qui vend du blé au Liban, en Syrie, en Turquie, en Égypte. 95% du blé égyptien vient de l'étranger, parce que leur climat et leurs terres arables ne sont pas suffisamment importantes. Ils ont plein de projets en ce moment sur ça, mais pour l'instant, c'est pas forcément favorable. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Tous les gros problèmes sociaux qu'on a eu dans le monde, sauf certaines guerres modernes, et toutes viennent généralement des prix de l'alimentaire. En 1789, il y a eu la Révolution française. Je vois d'ailleurs le panorama de Paris derrière toi, la Bastille n'est pas être très loin. Effectivement, on le voit pas dans le cadre, mais on voit la Tour Eiffel, le Panthéon. Depuis tout à l'heure, je regarde la Tour Eiffel, le Panthéon. Pour moi, c'est un peu exotique. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un orage de grêle qui est passé en 1788 dans la Beauce, grenier du blé à l'époque. En France, c'est toujours un peu le cas. C'est sédimenteux, qu'il a détruit les récoltes, le blé était plus rare, le prix du pain a augmenté. Il y avait plein de problèmes politiques qui s'accumulaient. Le prix du pain augmentant, quand on a faim, on prend les armes. Voilà. Heureusement, on essaie de la brioche, pas très mal. Il fallait la légende. Oui, voilà. et derrière, chaque tension, beaucoup de tensions, la majorité des tensions géopolitiques qu'on a eues avant l'arrivée moderne, on va dire 1950, sont souvent dues à des problèmes alimentaires. C'est l'élément déclencheur. Ouais. Quand on maîtrise
la première calorie mondiale, le blé, comme la Russie le fait, on maîtrise la stabilité ou l'instabilité mondiale. Les printemps arabes, là, en 2010, 2011, ils ont été déclenchés par le prix du pain qui a augmenté à cause d'une sécheresse en Russie et d'un embargo qui vendait plus autant de blé aux pays arabes qui étaient devenus dépendants de la Russie. Le prix du pain a augmenté et tous les problèmes politiques qui s'accumulaient ont explosé. C'est ça. L'alimentaire, quand il est à bas coût, c'est une façon de stabiliser aussi le peuple. Les printemps arabes, l'élément déclencheur, on va dire public, c'est je crois un maraîcher qui s'ivole par le feu sur une place à Tunis parce qu'il avait plus de quoi se nourrir, parce que les prix a explosé, qu'il n'y avait plus de blé, que Prix du pain. à cause d'une sécheresse 6 mois avant, Oui. dans une autre région du monde, dans un autre continent du monde. Et cette interdépendance alimentaire livre la souveraineté alimentaire à des pays qui peuvent produire. Le Canada, la Russie, le nord de l'Europe. C'est-à-dire que dans l'avenir, si chaque pays livre sa façon de se nourrir à d'autres pays, dès qu'il y a un problème politique, on augmente les prix du blé, un peu comme l'Arabie Saoudite peut faire que le pétrole. Et là, c'est le président qui est en cours, ou le tyran, ou je ne sais quoi, ou l'empereur, ou ça dépend des pays, ou le roi, il tombe. Dès que la bouffe coûte plus cher, il tombe. Voilà. Même en France, hein. En France, dès que les prix augmentent, vous avez remarqué ces derniers temps avec l'inflation, pour des raisons de guerre, ou de sécheresse, ou climatique, ou autre, il y a des tensions sociales. C'est toujours dès que le prix alimentaire augmente, il y a des tensions sociales. Et en fait, la principale, les gens votent pour une chose, en réalité, c'est aussi manger. C'est comme la base de tout. Manger et pouvoir nourrir sa famille, ses enfants, c'est ça. On commence par ça. Après, on entame les problèmes d'environnement, socio-économique, tout ça. Mais déjà, dans tous les pays du Sud, par exemple, on vote pour manger. À partir du moment où on a les frigos pleins, les magasins pleins, comme dans les pays développés, on peut résoudre le transport, si on met un tramway. Mais d'abord, on mange. Voilà, c'est comme ça. Avant tout, on prend ça pour acquis. Et en prenant tout ça en considération, du coup, aujourd'hui, tu le dis, on est en avance sur notre retard, on retard sur notre avance. Je sais plus dans quel sens tu l'avais formulé pour 2050. Si on suit la bonne trajectoire, oui. Qu'est-ce qui a changé dans 10 ans par rapport à aujourd'hui sur le territoire français et européen? Capillaire, je commence par le sol. Pour moi, c'est plus important. Par exemple, la matière organique du sol. La matière organique du sol, c'est, on va dire, des détritus de végétaux, d'animaux, de restes d'insectes. Enfin, ouais. Je caricature hein, pour nos auditeurs, mais qui font que nos sols sont plus fertiles, qui retiennent mieux l'eau. Et avec l'arrivée de l'agriculture dite productiviste ou dite moderne, ça dépend des profils, on a depuis 1950 des sols qui perdent peu à peu en matière organique. Ils sont pas morts, hein, mais ils perdent un petit peu cette façon de retenir l'eau, d'être le support de la fertilité, plus que juste le support des racines et qu'on lui rapporte des produits pour suppléer à cette baisse de fertilité. Pour moi, premier KPI, c'est de regarder la matière organique de nos sols, de voir s'ils ont réaugmenté et que nos sols se suffisent à eux-mêmes pour nourrir les végétaux. Bien sûr, on n'arrivera jamais à 0,00 fertilisant, organique ou peut-être chimique, mais comment les sols jouent une majorité de ce rôle-là et qui travaillent aussi sur les insectes et l'équilibre qu'il y a sur la parcelle entre les différents insectes ravageurs ou ravageurs des ravageurs. Ça, c'est de la data aussi, hein. D'accord. C'est de la data, c'est de l'observation, c'est des analyses laboratoires sur tout le territoire, d'année en année, de mois en mois, on peut voir les choses changer en changeant les pratiques agricoles. Ça, c'est coûteux pour des agriculteurs, donc il faut les accompagner dans ces évolutions-là. Bien sûr, ça ne doit pas être soutenu financièrement que par eux-mêmes. Autres aspects, la forêt. La forêt. Parce qu'on n'a pas parlé de la forêt. On n'a pas parlé de la forêt. Ça, c'est tout ce qui est data satellite, tu sais, les pixels marrons, les pixels verts, l'intensité, par exemple, de la présence des feuilles, précocement, tardivement dans la saison, quand est-ce que le printemps arrive, quand est-ce que nos arbres ont perdu des feuilles pendant l'été à cause de stress thermique, etc. La surface des arbres aussi, la surface des forêts. Ça, c'est des choses qui sont importantes parce que les arbres permettent de récupérer le carbone de l'air par la photosynthèse, tout comme l'agriculture, et sont une solution pour faire face au changement climatique. Ensuite, il y a d'autres aspects, c'est les différents, on appelle ça les assolements, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on plante où. De regarder l'évolution, par exemple, de la baisse des surfaces en maïs dans le sud-ouest de la France d'ici 2050, peut-être pas tout de suite, mais d'ici 2050, en fonction des évolutions climatiques, parce que d'autres cultures sont peut-être plus rentables dans un climat futur. Le sorgho sur les sols les moins profonds, le tournesol sur les sols les plus profonds, peut-être les cacahuètes aussi, à voir si des filières se développent, l'olive aussi sur des sols les moins profonds, etc. etc. Donc ça, c'est d'avoir des évolutions de surface agricole, voir si les espèces qui émergent sont plus résistantes à la chaleur que celles qui déclinent. Qui décline. Voilà, donc c'est
Ça aussi, ça peut être observé soit par satellite, parce on peut savoir quel type de champ il y a, ou soit par les chambres d'agriculture par recensement sur le territoire. Et dernier KPI, le plus important, le rendement. Le rendement, C'est-à-dire ce qu'on récolte. Parce que là, ce qui se passe pour le blé, on a une belle hausse x7 des rendements de blé grâce à la révolution verte. Je dis grâce parce qu'à l'époque, c'était nécessaire, après la Seconde Guerre mondiale, de travailler sur le progrès génétique, chimique, mécanique. Maintenant, on revient sur cette définition du progrès en intégrant climat et durabilité. Durabilité des sols notamment. Et depuis, les rendements se sont stabilisés. Le rendement est le meilleur indicateur pour voir si on a adapté notre culture, que ce soit en pratique ou en géographie ou en génétique, au climat. Là, dans certaines régions, notamment dans le sud de la France, le rendement a fait son plateau et diminue. Lorsqu'il diminue, ça veut dire qu'on a encore des efforts à faire, ou soit qu'il faut arrêter cette culture et la remplacer par une autre. Donc pour moi, le rendement, le suivi des rendements va être très important, parce que tous nos rendements presque se sont plafonnés en France, alors qu'ils étaient en expansion x9 pour le maïs, x5 pour la pomme de terre, x7 pour le blé. Et depuis les années 2000, 2010, ils se sont stabilisés. Pour la betterave, il y a une très forte chute. Il y a aussi eu des évolutions de législation sur les pesticides. Pour le blé, on a une chute dans le sud et une légère hausse dans le nord. Pour le maïs, on a une légère hausse, il me semble, dans le nord et une légère chute dans le sud. Mais en tout cas, cette trajectoire de stabilisation puis de décroissance des rendements n'est pas forcément positive. Je dis souvent, on a des rendements élevés actuellement, encore, même avec le changement climatique, on a quand même des rendements élevés avec des évolutions génétiques indéniables. Data génétique, d'ailleurs, on n'a pas parlé de data génétique, mais là, on a plus de la data. Mais ce que je dis aux agriculteurs, ce n'est pas parce que les rendements sont hauts maintenant, que tout va bien maintenant, qu'il ne faut pas travailler sur le futur. C'est justement maintenant qu'il faut travailler sur le futur, parce que on est dans une période stable avec des rendements élevés et on peut investir dans des évolutions futures. Donc c'est le moment parfait pour ça, parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance, du moins, à avoir ce sentiment qu'on est plus dans la réactivité d'un point de vue financier. Quand il y a une problématique, quand il y a, je sais pas, un gel qui émerge, comme il y a quelques années, on va subventionner pour essayer de camoufler les pertes, plus utiliser cet argent pour anticiper et éviter de se retrouver dans la politique du pansement. La politique du pansement. Et je vous remercie sur un point que tu as dit, je t'ai laissé dérouler, mais sur le deuxième aspect que tu as partagé sur la forêt. Quand tu dis il faut suivre la forêt parce que c'est un des éléments principaux pour réduire les gaz à effet de serre de l'air, de récupérer. C'est ça, pour réduire les gaz à effet de serre de l'air. D'ici 10 ans, ce que tu préconises, ce que tu voudrais voir idéalement, ce serait quoi? Ce serait un maintien des zones forestières aujourd'hui ou alors une augmentation? Alors, mais avant de parler d'augmentation, il faudrait maintenir la santé des forêts. La santé, là. Parce qu'en fait, le plus important, c'est pas la surface, c'est la santé. Mm-hmm. Là, on a dû multiplier par 2 en un siècle la surface des forêts françaises. C'est excellent, on soit d'accord. On a plus de surface parce qu'on a concentré nos champs qui sont plus productifs, donc on a besoin de moins de surface pour produire. Essentiellement, génétique, chimie, mécanique, comme on a la révolution verte, quoi. Derrière, si nos forêts sont plus nombreuses mais en plus mauvaise santé, ça sert à rien. On soit d'accord. Ça sert à rien, elles vont pas stocker plus de carbone. Alors je suis désolé pour, je vexer personne, mais si par exemple vous voulez déménager un grand buffet qui pèse 200 kilos et que vous avez 7 personnes en chaise roulante, donc elles ne peuvent pas porter ce buffet. Par contre, si vous avez 7 gros gaillards ou bodybuildeuses, eh bien qui portent ce meuble, là c'est plus efficace. Donc c'est vraiment, il faut pas avoir plus d'arbres, mais il faut qu'ils soient déjà en bonne santé. Donc avant d'augmenter la surface forestière, sauf éventuellement des haies autour des parcelles ou en ville de rajouter des arbres, mais ça c'est pas des forêts, eh bien il faudrait regarder la santé de nos forêts. Parce qu'avec le changement climatique, et ça aussi c'est de la data satellitaire, eh bien on a un dépérissement de nos forêts. Nos forêts sont en train de mourir parce qu'il fait trop chaud, trop souvent. C'est pas qu'il fait trop chaud, mais c'est le trop souvent qui est important. Le trop souvent. La fréquence. Mm-hmm. Les temps des forêts n'ont pas le temps de se remettre. En 1947, on a une canicule, en 73, en 76 également, en 83 également. Mais c'est que maintenant, on en a une ou deux ou trois maintenant par an, alors qu'avant, on en avait une tous les 5-6 ans. Ce qui laissait le temps à l'écosystème de se régénérer. C'est la fréquence. La fréquence. Et l'intensité, dans un second plan, qui fait dépérir nos forêts. Donc moi, pour que ce soit un bon KPI, KPI, comme on dirait, des bonnes mesures, la bonne data, qu'on regarde la santé de nos forêts et son évolution avant même de l'étendre. Ça sert à rien d'étendre les arbres, c'est coûteux d'ailleurs, et en laissant dépérir la forêt d'à côté. Autant maintenir la forêt et la biodiversité qu'on a, parce que recréer une biodiversité de forêt, c'est long. Et donc planter, faire remonter par le sud des essences qui remontent avec le changement climatique,
Premier point, sans non plus ramener des essences exotiques pour éviter les non-compatibilités avec l'écosystème, les périodes de nidification, les bactéries du sol, tout ça. Donc vraiment, si on a un chêne, autant ramener un chêne, plutôt une espèce de chêne faginé, par exemple, qu'on ramène à la place du chêne Cécile du Portugal et de l'Espagne à la France, quoi. Ça reste un chêne. Donc ça reste correct par rapport à l'écosystème, ce qu'aurait fait la Terre toute seule en plusieurs milliers d'années, avec la remontée et la redescente selon les âges glaciaires et interglaciaires. Voilà, donc regardons déjà, aidons la forêt à bien se régénérer, à bien survivre au changement climatique avant de pouvoir l'étendre. Complètement. Et alors, dans ce contexte-là, le rôle de la tech de manière globale pour les, c'est pas des futurs, des chercheurs, des ingénieurs qui nous regardent, qui voudraient mettre leur expertise à destination de l'agriculture, qui peut-être sont des citadins, ils connaissent rien aujourd'hui. Comment est-ce que tu leur conseillerais, du coup, Alors, il y a tous les niveaux. d'aborder ça? De la science participative, par exemple, mettre une station sur un petit bout de terrain bien dégagé sur Infoclimat, on peut acheter une station, la mettre connectée en ligne sur Infoclimat. Ça s'appelle la science participative. Enfin, Il y a par exemple aussi l'Observatoire des saisons qui permet de voir à quelle date les cigales ont commencé à chanter. C'était hier d'ailleurs à Montpellier. À quelle date le cerisier japonais a ouvert ses premiers bourgeons. À quelle date on a vu les premiers martinets faire leur roue. Tout ça, c'est de la science participative que tout le monde peut faire. Et ensuite, on fait des séries d'évolutions de tout ça avec le changement climatique. Ou alors aller sur infoclimat.fr, se créer un compte et puis mettre une observation. Il y a de l'orage, il pleut, inondation dans la rue, il y a des grêlons, il y a une tornade. Enfin, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de tornade, etc. Ça, c'est de l'observation participative. Tous les citoyens peuvent faire de l'observation participative. Au Muséum des Histoire Naturelle, je crois qu'ils cherchaient des observations des lézards, des murets, des insectes, des oiseaux, du lion. Enfin, tout le monde peut en faire. Tout ce qu'on vit dans notre vie, finalement, je te coupe là-dessus, mais juste pour m'en dire, c'est de la donnée, voir le c'est de la data, c'est voir le climat qu'il faut aujourd'hui, la température, c'est des choses qui peuvent être utiles à toi, à d'autres personnes derrière, et qu'on peut partager, c'est bon. Transformons nos smartphones en quelque chose d'intelligent. On va pas garder des chatons toute notre vie, quand même. Enfin, il y a un moment, on fait des choses intelligentes, l'homme, on fait de la technologie, mais à chaque fois, on en détourne l'utilisation pour faire n'importe quoi. Ouais. Transformons notre téléphone en observatoire. Ouais. On peut faire plein de trucs de science participative et tout le monde peut y participer. Après, si jamais on veut aller plus loin, on faire des études, faire de la modélisation, de la science, on en a besoin. Mais s'il vous plaît, ne vous spécialisez pas que dans un seul domaine. Ne faites pas de la physique pour faire de la physique, faites de la physique pour faire de la bio. Faites de la bio pour faire de la physique, faites de la chimie pour faire de la physique. Votre profil sur le terrain du marché, parce que il faut penser aussi au marché professionnel, vous distinguerez si vous avez du coup un double cursus, quoi. Un croisement. Faites des stages dans un truc un petit peu parallèle. Si vous êtes par exemple en changement climatique à Météo France, faites un stage chez un maraîcher qui a par exemple une serre bioclimatique. Enfin, je dis des choses comme ça, mais le principe, c'est vraiment de s'ouvrir, de faire de la multidisciplinarité. Ça, c'est le futur. C'est pas juste apprendre à faire de la data et du code. Sinon, c'est pas très sexy, quoi, en réalité. Il faut l'appliquer à quelque chose. Et sciences participatives, ou en faire son métier, il y en a besoin. Après, pour les informaticiens qui sont déjà présents, qui ont un métier, n'hésitez pas à aller participer aussi à des choses open source. Infoclimat, d'aller travailler sur le modèle de l'Hydrastix, qui, il me semble, est en open source, d'apporter vos connaissances à des scientifiques aussi, peut-être une personne intéressante que vous suivez qui parle des hérissons, qui parle des insectes, ou qui parle éventuellement de la taille des grains de blé dans la Beauce, depuis des années qui travaille sur ça, et que vous voyez que ces datas sont pas assez poussés qui pourraient aller plus loin, mais qui n'en a pas la connaissance, et lui parler son réseau social, je peux vous apporter moi peut-être quelques éléments, quoi. En fait, c'est l'union fait la force, quoi. La multidisciplinarité, l'union, c'est comme ça qu'on avance. Exactement, l'intelligence collective, l'expertise globale. Dans l'agroclimatologie, c'est ça. C'est exactement ça. Écoute, une question là, tu nous as partagé de quoi un peu ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, ta mission, la mission que tu veux faire, que tu veux transmettre aussi à tout le monde. Une chose que je demande à tous les invités dans ce podcast, c'est si tu avais une citation que tu voudrais partager à tout le monde qui te parle particulièrement, ce serait laquelle aujourd'hui? Alors, c'est celle que j'ai dit. Alors, c'est pas la citation parfaite, elle était trop bien. J'avais vu chez un agriculteur, mais j'ai oublié la citation exacte. Mais en gros, ce n'est pas parce que tout va bien maintenant qu'il faut pas penser au futur. Parce que leur rendement des pommes de terre était plutôt bon et gagnaient bien leur vie.
Mais dans les projections climatiques, si avec cet argent en excès qu'ils avaient maintenant, ils investissaient pas dans une autre filière ou d'autres choses, ils allaient se casser la gueule. Donc ce n'est pas parce que tout va bien maintenant qu'il ne faut pas penser au futur, c'est justement parce que tout va bien maintenant qu'il faut en profiter pour penser au futur. Comme dans toute entreprise. Si financièrement ça va bien, il faut penser au futur. Si financièrement ça va pas bien, on est bloqué dans le court terme et on voit pas l'évolution de l'entreprise. Voilà. Et c'est ça, il y a une autre citation. Parce que j'en ai deux. Ça, c'était pour la partie agriculteur. Mais après, je voudrais faire au grand public aussi. Le mauvais temps en agriculture est celui qui dure. Et celui qui dure, C'est ça. C'est-à-dire que s'il fait très beau pendant 2 semaines, pour un tourisme, c'est du beau temps. Là, si je me promène à Paris, température 25 degrés, beau temps. Mais pour un agriculteur, si ça dure, c'est une sécheresse. Le beau temps en agriculture est celui qui alterne. C'est-à-dire qu'on a une averse, et puis 2 jours de pluie, 2 jours de beau temps, puis 3 jours de pluie, puis encore 2 jours de beau temps. Ça, c'est le parfait pour les plantes. Les extrêmes dans les deux sens ne sont pas bons pour les plantes. Le mauvais temps en agriculture est celui qui dure. Voilà, qu'il soit beau ou moche pendant des semaines, trop de pluie, trop de soleil, c'est pas bon. eh ben écoute, c'est très parlant. Certes, on pourrait continuer à parler, je pense, pendant des heures. Ce serait tout aussi passionnant et j'espère qu'on aura d'autres occasions de pouvoir continuer ça. En tout cas, je te remercie pour ce partage aujourd'hui. Merci à toi. Et écoute, je te souhaite une bonne continuation et j'espère que tu inspireras d'autres personnes comme tu as pu m'inspirer moi. J'espère, merci. Merci. Bien joué.